vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine dans une vidéo un petit peu différente où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc d'abord je voulais vous remercier pour toutes ces questions. Je suis vraiment hyper touchée que vous vous intéressiez comme ça à ma petite vie qui me paraît si ordinaire, mais en tout cas ça me fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. C'est la première fois que je fais comme ça un question-réponse face cam. Donc c'est pas un exercice facile de s'adresser face à une caméra chez soi, mine de rien. Je vais faire en sorte que ce soit le plus fluide, le plus construit possible et vous amener des réponses du coup pour en découvrir un petit peu plus sur moi. Et je vais en profiter pour faire un petit peu de repassage, autant allier l'utile à l'agréable. Donc ça va être le bon moyen de passer un petit moment ensemble à la maison, cosy. Faites-vous une petite tisane, un petit thé ou un petit café. Et puis c'est parti. Alors, quel âge as-tu? Une fourchette d'âge si tu ne veux pas le donner exactement. Alors j'ai vraiment aucun souci à donner mon âge. J'ai 30 ans. Je pense que ça ne se voit pas. Ça doit être les gènes asiatiques qui font qu'on a l'impression que je suis beaucoup plus jeune. Mais oui, j'ai 30 ans, je suis de 94. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont le même âge que moi. Mais voilà, j'ai passé la trentaine et j'ai rejoint le club. Coucou, de quel signe es-tu? J'adore tes vidéos. Et bah déjà, merci beaucoup pour ce gentil petit message. Je suis née en septembre, donc je suis du signe Vierge, qui je trouve me correspond plutôt bien. Ce côté très organisé, qui aime la justice, perfectionniste, sensible, ça me correspond vraiment à 100%. Donc je n'aurais pas pu tomber mieux comme signe astrologique. As-tu des astuces pour réduire le temps d'écran, s'il te plaît? Alors, c'est un apprentissage quotidien, le temps d'écran, parce que c'est vraiment un enjeu, je trouve. Je suis pas la meilleure, je pense, pour réduire mon temps d'écran. En tout cas, j'ai essayé d'implémenter des bonnes petites habitudes, mais c'est vraiment pas évident. Il y a deux choses que je fais. J'essaie à partir de 20h30 de couper mon téléphone et de mettre en mode avion jusqu'au lendemain matin. Comme ça m'oblige à déconnecter, à plus recevoir aucune notification. Et aussi, il y a une autre chose que j'aime bien faire. Sur le téléphone, je le mets aussi parfois en noir et blanc. Ce qui fait que tout l'écran est en noir et blanc et c'est vraiment pas très attractif. Donc du coup, ça m'oblige à arrêter de l'utiliser, à ne pas y aller. Parce que je sais pas si vous voyez, mais aller sur les réseaux sociaux ou sur YouTube avec tout en noir et blanc, c'est vraiment pas l'idéal. Donc ça, je l'ai découvert il y a quelques temps. C'était un ami qui m'avait donné ça. Pour le coup, c'est une astuce que j'utilise parfois quand je sais que j'ai un peu de mal à me réguler. Au moins quand je suis tentée de prendre mon téléphone et que je le vois en noir et blanc, je fais « Ah oui, c'est vrai Camille, il faut que tu fasses un petit effort ». Moi j'aime beaucoup faire des activités à la maison, toute seule. Donc ça va être de l'aquarelle, ça va être de ranger des affaires, de trier, de lire aussi. Faire plein de petites choses qui me détachent de mon téléphone le plus possible. Mais je sais que c'est vraiment un enjeu et que c'est pas facile, donc on fait comme on peut. Mais en tout cas avoir des 2-3 petites astuces avec lesquelles on peut jongler au quotidien, ça peut toujours aider. Alors, est-ce que tu aimerais avoir un animal de compagnie? Si oui, lequel? Quel est ton animal préféré? Alors, j'ai pas vraiment d'animal préféré. Quand j'étais petite, j'étais passionnée par les dauphins. J'aimais vraiment beaucoup ça. Je voulais être dresseuse de dauphins. J'ai eu une période comme ça quand j'étais enfant. Et j'ai toujours aimé ce qui se raccrochait à la mer, à l'océan. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu cet attrait pour cet animal. Si je pouvais avoir un animal de compagnie, j'aimerais bien avoir un chat. Ça fait quelques années là que je me dis que ça serait chouette d'avoir de la compagnie, un petit compagnon du quotidien. Et il y a ce côté quand même assez indépendant que j'aime bien chez le chat. Actuellement c'est pas possible parce qu'on est locataire de notre appartement. Et c'est écrit dans le bail qu'on peut pas avoir d'animaux. Pour le moment, c'est un projet qui ne sera pas pour tout de suite. Tu aimes voyager, mais tu aimerais faire un tour du monde en camping-car ou sac à dos? Oui, j'aime bien voyager. J'ai depuis longtemps un rêve, faire un petit van tour sur la côte est des États-Unis ou en Australie, où je puisse voyager et dormir dans mon van et explorer. C'est un projet que j'ai depuis très longtemps. J'ai pas encore eu l'occasion de le réaliser. Ça reste dans un coin de ma tête.
Donc j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion et l'opportunité de le réaliser. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Quelle personnalité rêverais-tu de rencontrer? De quoi lui parlerais-tu? C'est une question hyper intéressante. J'ai pas vraiment de star ou de personnalité que j'admire. Je suis quand même assez impressionnée par le parcours d'entrepreneur de l'actrice Jessica Alba, qui a fondé l'entreprise The Honest Company avec des produits, que ce soit pour la famille, les enfants, la maison, qui soit le plus, pas naturel, mais qui soit le plus sain possible et qui a un impact minimum sur l'environnement. Elle a fondé cette compagnie quand elle était enceinte de son premier enfant et elle s'est rendue compte que c'était difficile de trouver une lessive qui soit pas toxique pour les nouveau-nés, parce que quand bien même on met non toxique, testé, approuvé pour les nouveau-nés, les compositions n'étaient pas terribles, donc elle a décidé de créer ses propres produits. Ça a eu un succès fou cette entreprise, depuis je pense qu'elle l'a revendue. Vraiment parcours passionnant et je pense que je lui parlerai de ce côté instinctif, d'oser se lancer, de réaliser un projet pour créer quelque chose qui nous ressemble, aller au bout de ses valeurs. Donc oui, ce serait Jessica Alba que j'aimerais bien rencontrer. As-tu un ou des auteurs préférés voire fétiches? Quel type de littérature préfères-tu? Alors comme auteur, honnêtement, je me tourne généralement vers les mêmes. Je pense que j'ai pas une littérature si variée que ça. J'essaie depuis quelques années d'explorer des styles un petit peu différents, mais je reviens toujours aux mêmes choses. Guillaume Musso, Marc Lévy, ça c'est vraiment mes go-to. J'aime beaucoup Mélissa d'Acosta, Bruno Combes, Agnès Martin-Lugan. Ah, et Joël Dicker aussi, que j'ai découvert dernièrement. Je me suis dit, c'est pas trop mon registre, mais on essaie, et j'ai beaucoup aimé son écriture. Mais ça se résume surtout à tout ce qui est parcours de vie, biographie, fiction. Et du coup, un petit peu de thriller avec Guillaume Musso. Ah oui, et je lis aussi pas mal de développement personnel. Généralement, tout ce qui est lié à la santé mentale, hypersensibilité, tout ce qui est lié aussi à la psychologie, à l'alimentation. C'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et donc je lis aussi un petit peu de ça, mais c'est plutôt le genre de livre que j'ai en sous-marin, parce que j'ai un peu plus de mal à les lire d'une traite. J'alterne toujours avec 2 livres. Généralement un livre de fiction que j'emmène un peu partout quand j'ai un petit moment dans les transports, salle d'attente, etc. Et puis après d'alterner avec un livre plus développement personnel, tournée scientifique, psychologie, que je peux lire à d'autres moments où je suis vraiment concentrée et posée chez moi. Est-ce que tu voudrais avoir des enfants? Oui. J'aimerais bien avoir des enfants, mais je sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Je sais pas si j'aurai la chance de pouvoir avoir des enfants. Et on verra ce que la vie me réserve, mais en tout cas, oui, j'aimerais bien. Ton livre favori? Question hyper intéressante, parce que avec les années, j'ai lu pas mal de livres et c'est pas facile de choisir. En réfléchissant, je pense que le livre auquel je reviens toujours et que j'ai emporté avec moi dans tous mes voyages, dans tous les pays dans lesquels j'ai vécu, c'est Super-héros de Marine Barnerias. Je vais vous lire le résumé parce que ce sera plus simple, ce sera mieux expliqué que moi, je risque de m'embrouiller dans mes explications. Super-héros, le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie. La vie de Marine, jeune étudiante dynamique de 21 ans, bascule le 3 avril 2015 lorsqu'on lui diagnostique une sclérose en plaques. Malgré l'urgence de la situation et le manque d'informations, Marine prend le temps de s'interroger et de chercher la solution en elle. Son traitement, réaliser le voyage de sa vie à travers 3 destinations. La Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps et apprendre à le défendre, la Birmanie pour méditer et aiguiser son esprit, et la Mongolie pour faire le bilan. À travers ce témoignage, Marine partage à chacun d'entre nous son amour de la vie et son optimisme. Pour elle, tout est possible. Et je faisais mes études avec l'une de ses amies super proches, l'une de ses meilleures amies, et on était en 2e année d'études lorsqu'elle a pris le diagnostic de sa sclérose en plaques, et elle avait fait une cagnotte Litchi pour financer son projet. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le parcours hyper inspirant de cette jeune fille, et puis après son livre que j'ai adoré. Il y a des citations qu'on peut emmener pour toute la vie. C'est tourné voyage, développement personnel, il y a de l'optimisme. Elle a une personnalité hyper solaire et dynamique,
Et vraiment je vous le recommande. C'est un gros pavé mais ça se lit super facilement. C'est organisé autour de chaque pays qu'elle a visité. Je sais qu'il est sorti en format poche, donc si pour Noël vous avez envie de vous faire un petit cadeau et d'avoir une lecture inspirante et optimiste, vraiment je vous le recommande. Qu'est-ce que t'apporte le journaling au quotidien ? Le journaling, ça n'a pas été facile pour moi au début. En fait, j'ai commencé le journaling surtout pendant mon burn-out. Mon médecin m'avait recommandé d'écrire. Il m'avait dit essaie d'écrire 5 minutes non-stop. Tu mets tout ce qui te passe par la tête et puis tu verras, ça aide vraiment. Sauf que moi, je suis une personne quand même assez anxieuse et pas très spontanée. Je lui ai dit bah ouais, j'ai essayé, sauf qu'en fait, j'arrive pas. Je suis bloquée. Il m'a dit mais réfléchis pas aux mots que tu mets, ni à la grammaire, ni rien du tout. Et en fait, j'y arrivais pas. Et je sais plus, je pense que j'avais écouté ça dans un podcast. C'était qu'à défaut de réussir à faire des phrases sur tout ce qui nous passait par la tête, c'était de mettre des mots, des verbes. Donc en fait, la première fois que j'ai commencé le journaling, j'ai mis que des verbes à la suite qui me passaient par la tête. Manger, boire, lire, écrire. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et puis après, j'ai commencé à écrire le matin, comment je me sentais, à quoi j'avais pensé avant de me coucher, etc. Quand le moral était un peu plus bas, j'essayais de prendre mon cahier et puis d'écrire comment je me sentais, de quoi j'avais envie. Il y a des fois c'était vraiment que des choses négatives. Et après j'ai commencé à écrire des petites victoires, des choses qui me faisaient plaisir, dont j'avais été fière, des petites réussites. Et c'est comme ça que j'ai fait le journaling. Alors honnêtement, je le fais pas quotidiennement. J'essaie encore de le faire régulièrement. Ce qui est un peu drôle avec le journaling, comme toutes les choses qui nous font du bien et qui font du bien pour la santé mentale, c'est comme les légumes. On sait que c'est bon pour la santé, mais ça nous demande un petit peu plus d'effort de manger des légumes que de manger du fast-food. Et ben le journaling, c'est un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai vraiment la flemme. Et pourtant, je sais que quand je le fais et quand j'ai fait l'effort d'écrire un petit peu, ne serait-ce que 5 minutes, je me sens mieux et je me dis ah bah voilà, tu vois Camille, c'était pas si difficile. Le journaling, je pense que c'est vraiment un bon exercice pour apprendre à lâcher prise, à se faire confiance et à se dire qu'on n'a pas besoin que les choses soient parfaites pour les faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas évident quand on est perfectionniste. D'écrire ce qui nous fait du bien, je pense que c'est l'essentiel. On n'a pas besoin de se mettre une obligation à le faire tous les jours si on n'en ressent pas le besoin. Alors, une question qui est beaucoup revenue, c'est sur le travail. Quel est ton statut actuel, étudiante, en stage, déjà salariée ou à ton compte ? J'aime beaucoup tes vidéos, j'attends le vendredi avec impatience pour découvrir la nouvelle vidéo. Quel est ton parcours professionnel ? Que fais-tu comme métier ? Où as-tu grandi ? Quel est ton parcours d'études ? Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Où as-tu grandi et quel est ton parcours d'études ? Alors, je suis née au Vietnam et j'ai été adoptée. Et j'ai grandi en France, à Lille. Et j'ai fait une partie de mes études à Lille, justement, en communication et publicité. Ensuite, je suis partie en Écosse pendant une année pour la suite de mes études en marketing. Et en parallèle, j'ai passé mon diplôme de professeur d'anglais. Alors, mon parcours professionnel, il est partagé entre l'éducation et tout ce qui est marketing publicité. J'ai commencé en travaillant en agence de publicité en France. Ensuite, avec ma formation de professeur d'anglais, j'ai enseigné l'anglais au Vietnam à des enfants et à des adultes. J'avais fait des remplacements en école primaire en France avant de partir au Vietnam. Donc ça m'a permis ensuite de pouvoir travailler à l'école française. Et ensuite, quand on est arrivé au Canada, j'ai dû remettre ma casquette de marketeuse communicante. Du coup, j'ai travaillé en agence média. Et ensuite, j'ai travaillé dans la communication au niveau du développement durable. Ça fait bien longtemps que j'ai fini les études et du coup mes stages. J'étais salariée, puis après j'ai fait un burn-out en début d'année dernière. Depuis, j'ai quitté mon emploi. J'ai encore besoin de temps pour continuer à me reconstruire tout doucement. Donc je sais pas vraiment ce qui va se passer au niveau professionnel. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très heureuse de faire au quotidien ce que je fais.
Comment arrives-tu à trouver du contentement dans ce que tu fais? C'est une excellente question et en plus ça m'a donné l'opportunité d'y réfléchir. J'ai toujours été quelqu'un de très impatient, malheureusement et en même temps heureusement parce que ça a été une chance. C'est vraiment le burn-out qui m'a obligée à me contenter des petites choses comme ça simples du quotidien. Ma caméra a coupé en plein milieu de ma phrase. Et donc je disais qu'au moment du burn-out, quand je me suis retrouvée au fond de mon lit, chaque jour je me disais ok Camille, il faut que tu observes trois choses simples dans la journée qui t'apportent, c'était pas de la joie mais en tout cas vraiment qui t'apportent du contentement. C'était par exemple ok super, aujourd'hui Camille t'as réussi à te préparer un repas et à manger tes 2 repas dans la journée. Ok, aujourd'hui t'as vu ta plante, elle a sorti une nouvelle feuille. T'as vu aujourd'hui le coucher de soleil, il était magnifique. Et en fait, c'est toutes ces petites choses-là cumulées, je me suis dit waouh, mais c'est fou. Quand on court comme ça au quotidien, on voit rien du tout. J'avais l'habitude de vraiment faire métro, boulot, dodo, d'être derrière mon ordinateur toute la journée, de rentrer chez moi, il faisait nuit, je me levais le matin, il faisait nuit. Et je me disais, mais c'est ça vraiment la vie que tu veux? C'est fou toutes les choses qui t'entourent et auxquelles tu prêtes aucune attention. Et moi plus tard, quand je commençais à aller vraiment mieux, je me suis dit Camille, ça c'est ce qui t'a sauvé pendant ton burn-out. Il faut absolument que tu réussisses à le garder dans ton quotidien et de continuer à observer ces petites choses-là. Ça a pris la forme des vidéos YouTube et du compte Instagram avec tous ces moments du quotidien que je vous partage. Donc je pense que c'est comme ça que j'arrive à garder du contentement. C'est pas tous les jours évident honnêtement, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'aide vraiment à rester ancrée et qui me fait du bien au quotidien d'observer tous ces petits riens, toutes ces petites choses-là qu'on voit pas quand on prend pas le temps de se poser, de souffler un coup et de se dire ok, qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui m'entoure et qu'est-ce qui m'apporte un petit peu de joie. Qu'aimes-tu le plus dans ton joli appartement? Merci pour ce gentil message. C'est une très bonne question. Je pense que ce que j'aime le plus dans notre appartement, c'est le pêle-mêle que j'ai sur un mur près de la télévision parce que c'est un objet spécial, c'est un pêle-mêle que ma maman avait créé pour un de mes anniversaires, je crois quand j'avais 20 ans ou peut-être un peu plus tard. Elle avait été récoltée à Lille, les cartes de visite de tous les endroits que j'aimais bien fréquenter et puis elle avait mis des photos de notre famille, de moi enfant, de toutes les personnes qui étaient importantes pour moi. Ce pêle-mêle, je l'ai emporté en Angleterre quand j'ai fait mon stage de langue, la première fois que j'ai quitté la maison. Je pense pas que je l'ai emmené en Écosse, mais j'avais emmené toutes les photos et toutes les petites cartes de visite qu'il y avait. Cet été, j'ai enfin pu le ramener et donc je suis trop contente parce que j'ai pu mettre les faire-part de naissance, les faire-part de mariage de nos amis et de nos proches. Donc c'est vraiment un objet spécial et je suis super contente qu'il ait trouvé sa place dans notre appartement à Montréal. Et puis évidemment que si on déménage un jour ou qu'on change de pays, j'espère bien pouvoir l'emmener dans notre prochaine aventure. Autre question qui est beaucoup revenue. Quels sont tes prochains projets sur YouTube? Raconte-nous ton parcours plus en détail, ce qui t'a amené à faire des vidéos YouTube. Pourquoi as-tu commencé des vidéos sur YouTube? Quels sont tes futurs projets? Projet complètement inattendu. J'ai démarré YouTube pendant mon burn-out, comme je vous expliquais. C'est toutes ces petites choses que j'ai observées au quotidien, que j'avais envie de réaliser dans un projet. Je pense qu'à la base, je suis une grande consommatrice de YouTube. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, je me retrouvais pas dans la majorité des vidéos que YouTube pouvait me recommander, qui étaient soit des vidéos de concept, avec des gens très extravertis à faire des expériences de fou, très fit girl, très axé mode et tout. Et je me suis dit, mais ce serait chouette que je lance ma chaîne pour partager ces petits riens du quotidien, tous ces petits moments tout simples à la maison qui nous rassurent énormément et qui nous font du bien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Introvertie, pourquoi je me lance sur YouTube, si vous ne l'avez pas encore vue, qui explique de manière plus approfondie tout le projet de cette chaîne YouTube. C'était aussi un peu un défi personnel de me dire ok, je suis introvertie, je suis quelqu'un d'assez créative, alors pourquoi je me lancerais pas là-dedans? Et puis au début je m'étais dit ok, si 10 personnes voient ta vidéo, bah écoute, ce sera très bien, mais en tout cas ça te fait plaisir de les créer, donc tente. Et puis après j'ai vu que les gens commençaient à regarder mes vidéos et puis les gens s'abonnaient et qu'ensuite j'avais des commentaires adorables de votre part et je me suis dit waouh, en fait
Les gens ont besoin de simplicité, ils ont besoin de retrouver des moments du quotidien comme ça. Et c'est là que je trouve que la chaîne a vraiment un sens, de pouvoir se réunir autour de toutes ces choses simples et de montrer qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour avoir une vie riche. Mais en tout cas, c'était vraiment l'essence de cette chaîne. Et quand je vois vos commentaires, je vois à quel point j'ai réussi à traduire ça dans les petites vidéos. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça motive à continuer, donc j'en suis vraiment ravie. J'ai pas un objectif particulier en tête pour YouTube, je veux juste que cette chaîne, elle continue à grandir, qu'elle continue à réunir du monde, qui se sentent liés à toutes ces valeurs de simplicité, toutes ces petites choses du quotidien, à apporter un peu de douceur, à apporter un peu de joie avec ces petits vlogs, et puis aussi de pouvoir apporter une dimension un petit peu plus santé mentale, avec des astuces plus concrètes qui peuvent vraiment aider au quotidien. Ce serait chouette aussi de pouvoir développer des outils, par exemple comme un cahier de journaling, avec des prompts intéressants pour gérer telle ou telle problématique, ou d'autres petits supports, je sais pas encore, mais en tout cas, il y a plein de projets possibles, tout est envisageable. Je laisse la porte grande ouverte aux opportunités, mais en tout cas, j'ai envie de pouvoir rester fidèle aux valeurs de cette chaîne et de pouvoir aussi surtout avoir un retour de votre part. Je trouve que c'est hyper riche YouTube pour tout ça, pour tout ce qui est partage d'expérience, d'avoir des gens du monde entier qui peuvent écrire, partager ce qu'ils ont sur le cœur. C'est fou l'impact que des petites vidéos aussi simples peuvent avoir. Et du coup, je me dis que c'est chouette, il faut continuer vraiment cette mission, apporter un peu de douceur et d'apaisement dans ce monde qui va très très vite et puis qui nous challenge beaucoup. Depuis combien de temps vis-tu au Canada? Pour quelles raisons, si ce n'est pas indiscret? Pourquoi le Canada? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Pourquoi es-tu partie vivre au Canada? Depuis quand est-ce que la France te manque? J'aimerais savoir si en dehors du Canada et de la France, tu avais vécu, où tu avais vécu et où tu aimerais vivre, dans quel pays. Merci pour ces vidéos toujours apaisantes. Merci beaucoup. Je vis actuellement à Montréal depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et avant ça, j'ai vécu au Vietnam pendant 3 ans, 1 année en Écosse pour mes études. Et pourquoi le Canada? C'est que on avait envie de changement avec mon copain. Ça faisait 3 ans qu'on était au Vietnam, on a vécu la pandémie en Asie, qui était bien plus restrictive et sévère qu'en Europe. Je pense qu'on avait fait le tour, on avait envie de changement, on avait envie de se rapprocher de la France, même si on en reste quand même assez éloigné. C'était vraiment un peu un hasard, parce qu'on ne connaissait pas du tout, on n'y avait jamais mis les pieds avant d'y habiter. Et c'est vraiment une opportunité pour le travail qui nous a amenés à Montréal. On avait entendu beaucoup de bonnes choses sur le Canada, la douceur de vivre, et ça pour le coup on n'a pas été déçus. Je pense pas que le Canada ça sera notre dernière destination. Je pense qu'on aimerait beaucoup d'ici quelques années aller s'installer dans un autre pays. On aimerait beaucoup être en Europe. Mais je pense que c'est comme tous les projets comme ça, soyons honnêtes, ça dépend aussi beaucoup du travail, des opportunités de travail qu'il peut y avoir dans certains pays. Pour le moment, on est vraiment ouvert à continuer à découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Ah oui, et est-ce qu'il y a des choses de la France qui me manquent? Je dirais qu'au Vietnam, il manquait pas grand-chose de la France. On habitait dans le quartier français. Toutes les épiceries fines, elles avaient tous les produits français possibles, imaginables qu'on pouvait trouver. Certes, à un certain coût, mais en tout cas, tout était disponible. Mais c'est vrai que depuis qu'on habite au Canada, la nourriture française me manque. Pourtant, j'ai vécu en Angleterre et en Écosse, donc pour la nourriture, c'était pas non plus une grande référence culinaire. Je pense que c'est l'arrogance un petit peu française de dire ça. Vraiment au Canada, ça me manque beaucoup d'avoir des bons produits, fruits et légumes qui ont du goût, à un prix raisonnable, les fromages, du bon pain. On en trouve, c'est pas forcément dans notre quartier, et puis ça a un coût. La vie au Canada est très très chère. Mais bon, ça m'oblige à cuisiner un peu plus à la maison et c'est pas non plus une mauvaise chose. Et on arrive quand même à trouver des petits produits bio de producteurs locaux. On a trouvé nos adresses. Qu'as-tu appris en 2024 sur toi qui t'aidera pour l'avenir? 2024, ça aurait été une sacrée année.
parce que je ne m'attendais pas à vivre tout ce que j'ai vécu cette année. Janvier 2024, c'est là où mon burn-out a explosé. Ça a été un début 2024 très compliqué. En vrai, c'est une question qui m'émeut beaucoup parce que je me rends compte qu'un an plus tard, je pensais pas avoir accompli tant de chemin que ça. Je dirais que mon burn-out, en tout cas, c'était une chance et une malchance. Mais en tout cas, ça m'aura vraiment appris à me connaître davantage et à prendre soin de moi. Parce que je pense que j'étais arrivée à un stade de ma vie en fait où j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. J'étais pas heureuse au quotidien et en même temps je voyais pas d'issue. Le burn-out, ça a vraiment mis un stop net. Ça m'a obligée à me mettre en arrêt et à vraiment de faire un travail sur moi-même. 2024, ça m'aura vraiment poussée à m'assumer davantage, assumer qui je suis, assumer la personne que je suis, les envies que j'ai qui sont pas forcément conformes aux attentes des gens ou qui rentrent pas forcément dans des clous. Cette année, ça aurait été apprendre à être moi, apprendre à m'aimer comme je suis, avec les défauts que j'ai, mais aussi et surtout les qualités que j'ai, et à en être fière. Et non, je suis très contente de cette année qui s'achève, et je me dis que le futur ne peut être que beau, et je suis contente de m'être relevée, et puis de faire quelque chose qui me plaît au quotidien. Et du coup, dernière question, qu'attends-tu de 2025 ? Ça va être étonnant, mais en fait, j'attends rien du tout. Comme je disais, je suis quelqu'un d'assez impatient, j'ai besoin d'organiser, j'ai besoin de planifier, etc. Simplement de continuer mon petit bonhomme de chemin, juste être en bonne santé, continuer à faire ce que j'aime et continuer d'être bien entourée comme je le suis, et puis d'avoir des beaux échanges avec vous. Honnêtement, c'est toutes les choses que j'attends pour 2025. C'est simple, mais j'en demande pas plus. Pour finir cette vidéo, je voulais simplement vous remercier d'être là. Merci du fond du cœur. C'était sûrement pas parfait, mais en tout cas, c'était vraiment fait avec le cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. I know the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still